Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour. Nous voilà réunis une nouvelle fois dans notre petit studio. Nous recevons aujourd'hui le journaliste Frédéric Ploquin, que j'ai eu le bonheur de connaître il y a 2-3 ans, puisqu'il avait réalisé un documentaire très fouillé, très pointu, qui avait pour titre Police à bout de souffle, je crois, auquel j'avais participé. Il m'avait interviewé dans ce cadre-là. Donc j'avais pu apprécier les qualités professionnelles et à la fois humaines de Frédéric, un journaliste d'investigation qui s'est de très longue date, spécialisé dans tout ce qui concerne l'insécurité, la police, la délinquance, etc. et qui fait un travail remarquable et très fouillé. Donc nous l'avons invité aujourd'hui pour qu'il nous présente son livre, que je montre à la caméra et qu'on fera un peu plus tard le détail. Les narcos français brisent l'omerta, un livre publié chez Albin Michel, qui retrace, qui nous parle d'un fléau qui semble couvrir l'ensemble du territoire national aujourd'hui, et qu'est le trafic de stupéfiants et toutes les conséquences sur l'insécurité, sur le sentiment d'insécurité, sur le développement de véritables mafias au sein même de notre territoire. Frédéric, je pense que ça a dû être un travail de très longue haleine, un travail qui a nécessité beaucoup d'investigation. Écoute, je suis journaliste un peu spécialisé sur les questions de police et de criminalité depuis le début des années 80. Et je me souviens que l'une des premières occasions où j'ai été confronté au phénomène de la drogue, c'était, je devais avoir 25 ans et je me suis retrouvé en immersion à la brigade des stupes à Paris au 36 quai des Orfèvres. Et là, j'en ai pris plein la figure. J'ai couru avec ces policiers du 36 à l'époque qui couraient après les petits dealers de rue. Et j'ai découvert la drogue par la rue, par la base, par le caniveau, parce que c'est là où, quelque part, la drogue, elle est à tous les niveaux. Je veux dire, il y a le plus haut niveau et le plus bas niveau. Mais ce que j'ai découvert là, à ce moment-là, c'était vraiment, en gros, que les derniers arrivés sur le territoire français se livraient aux deals de rue. Je veux dire il y avait toute une petite population comme ça qui était en mode survie et qui c'était énormément à l'époque, je me souviens de Cap-Verdiens, de gens d'origine africaine, énormément. À l'époque, là je parle du début des années 80. Et j'ai pas oublié ça, sauf qu'entre-temps, effectivement, cette drogue qui, à l'époque, ne concernait pas encore l'intégralité de la police, ne concernait pas la population. Les gens ne se sentaient pas concernés par le phénomène stupéfiant. On avait l'impression que ça regardait la marge, que ça regardait quelques individus minoritaires, que même au sein de la police, finalement, c'était une toute petite partie de la police qui s'en occupait. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai voulu mettre de la profondeur historique, parce qu'il faut comprendre comment ce phénomène marginal est devenu un phénomène essentiel et central dans la criminalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que, en fait, moi, je dirais presque que les stupéfiants, c'est le cœur nucléaire du crime. C'est-à-dire qu'en gros, la corruption en découle, une partie de la corruption, les vols divers et variés, une grosse partie de la criminalité, le racket, les enlèvements, les exécutions, les règlements de compte. Si vous épluchez comme ça le panel des crimes et délits, vous vous rendez compte qu'il y en a énormément, dont le moteur est la drogue. C'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, il faut faire un livre pour montrer aux gens que, contrairement à ce qu'ils croient, la drogue est une question qui les concerne. Et pas seulement, je vais tout de suite aborder la deuxième partie, pas seulement parce que c'est le moteur des crimes et délits, mais aussi parce que, et ça on oublie un peu trop souvent, et même la police, on va dire, la découverte que tardivement, une chose est la drogue, c'est-à-dire l'importation des produits stupéfiants du Maroc, de Colombie, de Hollande, d'Espagne. Donc là, on s'intéresse à la manière dont ces quantités, ces kilos, ces tonnes de produits arrivent sur le territoire français. Mais j'ai voulu aussi m'intéresser à ce qui arrive après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vendu votre stock de produits, et là ça peut surprendre quelques personnes qui nous écoutent, mais vous vous retrouvez avec des tonnes de billets de banque, de l'argent sale, qu'il faut évacuer. Et donc je me suis aussi intéressé à cette partie-là, parce que là pour le coup, ça nous concerne encore plus, parce que je pense qu'il y a tellement d'argent généré par la drogue que l'argent de la drogue aujourd'hui est partout.
L'argent de la drogue, il est au coin de la rue. L'argent de la drogue, il est peut-être dans le petit fast-food en bas de chez vous, le salon de massage qui est juste à côté, sait-on jamais. J'ai vu qu'elle avait un, d'ailleurs, en passant. La drogue, en fait, elle est peut-être dans l'appartement, peut-être au-dessus de chez vous, dans un beau quartier de Paris, vient peut-être d'être acheté par quelqu'un qui avait de l'argent à blanchir. Donc c'est là où j'ai voulu dire aux lecteurs que tout ça, ça nous concerne au premier chef. Parce qu'en fait, l'argent de la drogue est tellement important, tellement lourd, que ça finit par biaiser le lien social, le rapport au travail. Parce que vous avez des petits jeunes qui grandissent dans les quartiers aujourd'hui, qui touchent leur petite enveloppe au départ, ça commence par 100, 200, 300 euros, qui se retrouvent à gagner 3000 euros à 15-16 ans, qui n'iront jamais probablement apprendre le vrai rapport à l'argent et au travail. Parce qu'en fait, je veux dire, ils ont compris qu'on pouvait éviter de payer des impôts, éviter de payer un pas de porte, éviter de payer tout ce que vous voulez et vivre finalement d'un commerce totalement illégal à condition de savoir comment se protéger de la police. Donc voilà, je dirais, tout ça pour vous dire que finalement, la drogue nous concerne tous parce que justement, elle a un impact sur notre vie sociale bien plus important qu'on ne le croit. C'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, je signale que le sous-titre, c'est restaurant, salon de massage, kebab, banque, immobilier, l'argent sale est partout. Je crois que c'était très important de le signaler. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que on pourrait s'attendre à voir un livre de journaliste d'investigation qui traite de ses relations qu'il peut avoir avec les policiers, etc., qu'il apprend quelques anecdotes, etc. Et en réalité, c'est un livre de sociologue. Parce que ce que vous venez de nous relater, en nous disant qu'en fin de compte, cet argent sale est partout, c'est en fin de compte un trait sociologique de la société d'aujourd'hui, qui semble en fin de compte cumuler, ou tout du moins agréger, tous les problèmes qu'on rencontre de délinquance que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'aux violences urbaines, jusqu'aux violences faites aux policiers dans les cités, ces cités perdues de la République, dit-on, en fin de compte, tout semble lié. Donc c'est presque un traité sociologique avec ce fil conducteur de la drogue et du trafic de stupéfiants, mais c'est quand même un constat sociologique. Alors, avec mon collègue Patrick Ivars, tous les deux, donc, comme vous le savez, deux anciens commissaires divisionnaires, on a bien sûr, pour reprendre un peu vos déclarations liminaires, il est vrai que lorsqu'on est rentré dans la police, nous, c'était un phénomène totalement marginal. Même la consommation était pour nous quelque chose d'extraordinairement marginal. Je vous le disais avant l'interview, j'ai connu les anciens de la brigade des stupéfiants. Ils nous disaient que le fichier des camés tenait dans une boîte à chaussures. Dans les années 60, 70, c'était vraiment extraordinairement marginal. Et donc même la lutte contre les stupéfiants était là aussi quelque peu marginale. Pour preuve, il n'y avait qu'un seul groupe stup à la brigade mondaine, qui s'occupait principalement des mœurs, etc., du proxénétisme. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas une petite brigade de gendarmerie au fin fond de la Creuse qui n'est pas confrontée à ce problème-là. Ça, c'est vrai, il y a une expansion, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, il y a vraiment une expansion sur tous les territoires du phénomène de la drogue, parce qu'en fait, et c'est pour ça que de faire de l'histoire, c'est pas inintéressant. Vous parlez de la brigade mondaine. Effectivement, au départ, les consommateurs de drogue en France, en gros, c'est une poignée de gens, c'est un peu l'élite. C'était les coloniaux, ils revenaient des colonies, il y avait ceux qui, absolument, il y a ceux-là, et puis même les premiers qui ont... Moi, je tiens à le rappeler, c'est pour ça que je fais parler dans le livre aussi un dealer qui a alimenté le showbiz. C'est que fondamentalement, quand même, les premiers à imposer et à créer cette mode de la consommation du trafic de stupéfiants, c'est le showbiz. Ce sont nos stars, nos people et nos chanteurs, voilà, on porte une responsabilité, à mon avis, très lourde parce qu'ils ont popularisé la consommation. Ils en ont fait une espèce d'art de vivre. Ils ont fait la meilleure publicité qui soit pour les producteurs de stupéfiants. Et ça a duré pendant des années, et c'est pour ça que ça concernait la mondaine, et comme vous dites, la brigade mondaine, et comme vous disiez, en gros, on savait à peu près qui en prenait, etc. Et on avait l'impression que ça allait rester dans cette
petite élite parisienne, et dès lors ça n'intéressait pas énormément la police. On savait qu'en gros ces stars, il y en avait une de temps en temps d'ailleurs qui pouvait en mourir, hein. Il y a des musiciens célèbres qui en sont morts, mais ça ne nous regardait pas. Et puis petit à petit c'est passé dans les quartiers. On a une génération entière de jeunes dans les cités qui sont morts d'overdose à l'époque où l'héroïne était à la mode. Et puis aujourd'hui, 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on retrouve? On se retrouve avec une consommation de cocaïne qui explose sur les territoires français. Et puis c'est plus juste deux, trois agents du showbiz. Maintenant, ça peut être le boulanger pour tenir le choc, ça peut être le marin-pêcheur parce qu'il bosse trop longtemps, ça peut être... En fait, il y a une espèce de popularisation de ces produits stupéfiants qui est extrêmement d'ailleurs dommageable. Mais moi je vais pas aller sur le terrain de la santé publique, mais c'est vrai que sur le terrain de la santé publique ça a des conséquences énormes parce qu'en fait les dealers eux-mêmes le disent, ces produits c'est de la merde. Il y en a deux au moins dans le livre qui me disent moi je sais que je vends de la merde, d'ailleurs j'en prends pas, ils sont pas idiots les gars, mais c'est pas de ma faute, tant que j'ai des clients écoutez, je vais continuer à vendre. Donc il y a une espèce d'extension qui fait que maintenant, dans le moindre territoire, même rural, vous avez aujourd'hui des points de deal, des gens qui vivent de ce commerce-là. Et donc c'est complètement sorti d'une époque où ça concernait juste la capitale, et puis après ça a concerné les quartiers sensibles. Maintenant, ça nous concerne tous, et on l'a vu récemment, on a même des bagarres de bandes dans des coins ruraux complètement improbables, qui sont nécessairement presque systématiquement lié en fait au contrôle des points de stupéfiants, parce que qui dit vente de stupéfiants dit contrôle d'un territoire où vont défiler les clients, et pour contrôler ce territoire, écoutez, il faut faire preuve, il faut montrer ses muscles, montrer qu'on est le plus fort, il faut montrer qu'on ne partage pas et qu'il faut faire la loi. Et donc voilà, ces produits stupéfiants juste pour finir sur la banlieue, enfin sur ces cités sensibles, si on parle de territoires perdus de la République, le moteur de cette perdition de ces territoires, c'est vraiment la drogue. Parce qu'en fait, on a laissé s'installer au fur et à mesure des années une économie souterraine dans un paquet de quartiers. Globalement, ça nous arrangeait bien collectivement, mais bon, ça n'a jamais été théorisé de cette façon-là. Mais globalement, on a des élus locaux dans un certain nombre de secteurs qui ont, on va dire, presque couvert l'installation de cette économie souterraine, parce qu'en échange de cette économie souterraine, ils obtenaient une sorte de paix sociale, de paix civile, assez facile pour eux, qui fait que l'intérêt de l'élu local dans un certain nombre de secteurs, c'était qu'en gros, ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de voitures qui brûlent au centre-ville, qu'il n'y ait pas de feu de poubelle, qu'on contienne ces émeutes urbaines qui étaient susceptibles de se réveiller dès qu'il manquait d'argent. Donc on a laissé, voilà, c'est un des grands non-dits de l'histoire de la République, à mon avis, aujourd'hui, et on se réveille, le réveil est un peu cruel, c'est qu'on a laissé s'échapper ces territoires, et on a laissé, en gros, les dealers et les trafiquants contrôler, installer un ordre social, avec l'impact que l'on sait sur les populations de ces quartiers. Alors cette analyse est absolument superbe. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, à mon sens, moi j'ai été à la brigade des stupéfiants pendant 5 ans. La responsabilité du showbiz que vous avez évoqué tout à l'heure, si je l'ai vécu, ben alors, vous savez, si je citais le nom de tous les gens que j'ai dans mon bureau, que je vois passer aujourd'hui à la télévision, on serait absolument édifié. Donc, premier point... Moi, je donne les noms, moi. Il y en a des fois, je les vois à la télévision, ça me fait rigoler doucement, dont certains des très très grands noms, si on connaît 120 comptes. Alors, premier point, on s'aperçoit donc que c'est une forme de démocratisation d'un vice. Nous, on l'a vu. Moi, je l'ai connu à des stupéfiants. On voyait bien, c'était la démocratisation, le ruissellement d'un vice bourgeois, d'un vice spécifiquement du monde du showbiz. Ça, c'est vrai. Pour en arriver jusqu'à ce ruissellement à nos banlieues. Et où vous dites que c'est devenu un élément moteur de l'économie. On peut même plus employer ce terme de souterrain, puisque tout le monde le sait, quelque part. Vous avez même évoqué le fait que les municipalités, j'ai aussi été patron à Aulnay-sous-Bois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Sevran, où là, vraiment, c'est l'un des endroits de France, c'est le cœur du sujet, et je le vivais tous les jours, et je le voyais bien. Alors, je veux pas parler de complicité des élus, mais tout du moins d'un laisser-faire total,
Je vais même vous dire, ils y trouvaient presque leur compte parce que électoralement, il fallait se préserver un électorat. Cet électorat-là, on le peaufinait, on se le préservait, et puis bon an, mal an, en fin de compte, tout le monde y trouvait son compte. Je trouve donc sur ces premiers aspects que vous venez d'évoquer, la responsabilité à l'origine, un phénomène très marginal qui tend à s'amplifier dans le monde du showbiz. Le monde du showbiz, ces fameux premiers de cordée, parce qu'aujourd'hui, je voudrais pas extrapoler, mais enfin, il y a bien d'autres domaines dans lesquels le monde du showbiz nous a montré la voie. Il y a des tas d'autres domaines. Donc, on en arrive à cette espèce de massification de ce phénomène de la dépendance à un produit stupéfiant par ruissellement, et on en arrive aujourd'hui à constater que cette omniprésence du produit, du trafic, en fin de compte, est partout et correspond à toutes les formes de délinquance qu'on a presque aujourd'hui. Puisque, on l'a vu, nous, la délinquance traditionnelle, les braqueurs, tout ça, il n'y a plus de beaux braqueurs. Bon, les banques, c'est difficile à braquer, mais c'est vrai que ça a disparu. Regardez, même les enlèvements, mais des super beaux mecs comme nous, on a connus aujourd'hui, il n'y en a plus. Par contre, vous avez des petits braquages de Franprix, mais bon, c'est... Et par contre, on s'aperçoit que tout est lié à la cam, quoi. Tout est lié à la cam. Et on le sent bien à travers le récit que vous en faites. L'intérêt, par contre, dans votre livre, c'est vous interroger les trafiquants. Vous n'êtes pas limité uniquement à dire tiens, la police fait ci, la police fait ça. Il y a aussi les trafiquants. Ça, c'est l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement, je ne suis pas policier, je suis journaliste. Et donc, j'arrive à travailler comme ça, à rester sur une espèce de ligne de crête où d'un côté, et ça, j'arrive à créer la confiance avec les policiers. Et puis de l'autre côté, j'arrive à créer la confiance également avec les trafiquants. C'est quand même assez confortable si on veut obtenir des informations de première main. C'est-à-dire que je peux corroborer. Évidemment, il faut bien se tenir si on veut durer sur le long terme sur ce genre de travail. Et jamais je ne peux informer un policier concernant un trafiquant et jamais je ne peux informer un trafiquant concernant le travail d'un policier. C'est la règle. Parce que sinon, on ne tient pas et on se retrouve à la cave éventuellement. Ou en tout cas, si on ne se retrouve pas à la cave, on ne peut plus exercer son travail. Faites un métier dangereux. Absolument. Mais donc voilà, c'est vrai que l'avantage que j'ai eu là pour ce livre, c'est j'ai noué tellement de relations avec la voyoucratie française à l'ancienne depuis 20 ou 30 ans qu'ils m'ont introduit auprès des plus jeunes, qui m'ont introduit auprès des plus jeunes encore, et que je me suis retrouvé donc en Seine-Saint-Denis, à Marseille ou ailleurs, face à des jeunes trafiquants de 15-16 ans qui m'ont permis de comprendre leur fonctionnement interne, qui m'ont raconté, parce qu'en fait, et ça, c'est une des leçons de l'histoire. Le titre, c'est les narcos français brisent l'omerta. Pourquoi est-ce qu'ils brisent l'omerta? Parce qu'ils ont gagné quelque part. Pourquoi est-ce qu'ils brisent l'omerta? Parce qu'ils sont sûrs d'eux. Et tous ceux, ça m'a vraiment énormément frappé quand je les interrogeais, c'est que la première fois, c'était un peu difficile d'établir le contact. Ils étaient un peu en retard au rendez-vous. Mais après, ils voulaient me revoir une fois, 2 fois, 3 fois, me raconter leur vie en large et en travers. Parce que finalement, ils sont sûrs d'avoir gagné, non pas la guerre, parce que moi je suis dérangé avec le mot de guerre à la drogue, mais ils ont gagné une bataille. Ils ont gagné au moins provisoirement la bataille, donc ils sont suffisamment sûrs d'eux pour se raconter de l'intérieur. Comment ils font ça, qu'est-ce qu'ils font de leur argent, comment ils investissent au bled souvent d'ailleurs, parce que c'est plus facile quand même quand il y a des frontières entre l'endroit où on gagne son argent et l'endroit où on investit. Donc il y a énormément d'argent qui repart, que ce soit dans le Maghreb, en Afrique noire, etc., et qui investit localement. Il suffit d'aller se balader à Tanger une seule fois, dans le nord du Maroc, pour se rendre compte que voilà, tous ces immeubles qui sortent de terre ont peut-être en partie un lien avec les tonnes de cannabis qui quittent le Maroc chaque année. Et donc, voilà, pour me raconter tout cela de l'intérieur, il fallait qu'ils soient sûrs d'eux. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une des grandes leçons de l'enquête, c'est que j'ai l'impression d'être face à des gens qui estiment que la police a perdu provisoirement. Je ne sais pas comment vous le ressentez. On n'a pas dit notre dernier mot. Effectivement, on a perdu, je crois qu'on a perdu. Je crois que le terme de bataille est bien trouvé. On va dire qu'on n'a pas perdu la guerre, pas tout à fait, mais on a perdu peut-être au moins une bataille en ce qui concerne les stupes. Moi, j'ai bien aimé votre livre.
Et je dois dire que je suis presque un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé vous coincer en vous disant tiens, comment est-ce qu'un journaliste peut raconter les stupes mieux qu'un flic? Et en fait, j'étais un peu déçu parce que vous racontez les stupes au moins aussi bien qu'un policier, comme si vous étiez vous-même policier ou peut-être trafiquant, je sais pas. Mais vous le racontez effectivement de l'intérieur et je me suis retrouvé dans ce que vous écrivez dans votre livre. J'ai même appris, en ce qui concerne le passé, la French Connection, les années 60, 70, ça c'est des choses qu'on connaît parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on a vu des films avec Gene Hackman et d'autres, mais on connaît la French Connection, mais là vous racontez la French Connection avec ses débuts, avec les Français qui vont en Amérique du Sud, et en fait le mouvement se faisait dans l'autre sens, parce que la drogue partait d'Europe, elle est en Amérique du Sud pour remonter en Amérique du Nord, et là maintenant c'est presque l'inverse, c'est l'Amérique du Sud vers l'Europe. Et puis par rapport au stup d'aujourd'hui, on est à fond dedans, quoi. D'entrée, votre premier chapitre, quand vous racontez, je me sens plus du prénom que vous donnez à ce jeune trafiquant en banlieue, mais c'est tout à fait ça, quoi. On est vraiment dedans, et on est vraiment dans ce que vivent les policiers qui luttent contre les stupes à Paris, région parisienne, en tout cas. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment perdu la guerre? Pour l'instant, elle n'est pas finie, mais c'est sûr que le combat est rude. Si on regarde ce qui s'est passé dans le passé et ce qu'on vit aujourd'hui, on a l'impression de faire du surplace. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je suis parti à la retraite il y a assez peu de temps, pas tout à fait 2 ans. Et l'une de mes dernières réunions, ce qu'on appelait les grands-messes avec le directeur PJ Paris, à un moment donné, le directeur PJ nous dit il y a des stupes à Stalingrad, place de Stalingrad à Paris, il y a des stupes à Stalingrad, il faut mettre le paquet, tous services confondus, il faut y aller, il faut mettre le paquet à Stalingrad. Ok, on note, mettre le paquet sur Stalingrad, si on a des infos, on y va. Et puis à la fin de la réunion, j'ai un ancien, quelqu'un qui était comme moi, proche de la retraite, qui me dit « T'as entendu Patrick, il paraît qu'il y a des stupes à Stalingrad, ça te rappelle rien ?» J'ai dit « Quoi ?» Et il me dit « Mais tu te souviens pas, il y a 30 ans, quand on faisait déjà des réunions avec le directeur, il y a 30 ans, le directeur, il y a 30 ans, nous disait « Il y a des stupes à Stalingrad, il faut mettre le paquet à Stalingrad. » Autrement dit, 30 ans plus tard, on fait du surplace. 30 ans plus tard, on n'avance pas. La question que je me pose, c'est de savoir si, au-delà de ces batailles qu'on perd peut-être, ou c'est du match nul, est-ce qu'on peut arriver à gagner? Parce qu'aujourd'hui, la France, elle vit dans un nuage de cannabis et de poudre de cocaïne. Les gens ne vont pas vous le dire, mais j'ai l'impression que tout le monde en prend autour de nous. Tout le monde prend du cannabis, tout le monde prend de la cocaïne. Auparavant, c'était réservé à la cocaïne, c'était réservé à une élite. Là maintenant, à 60-70 € le gramme à Paris, j'ai l'impression que tout le monde en prend. Tout le monde se justifie en disant « je fais un boulot qui est super dur, je ne peux pas tenir sans, il faut que je prenne de la coke parce que sinon, etc. » Sauf que ça détruit complètement le cerveau des gens et ça, bien sûr, ils ne vont pas le dire. Mais comment faire pour arriver à gagner cette guerre à partir du moment où, effectivement, sur un plan culturel, on a perdu, et là on est presque dans la politique, c'est Antonio Gramsci, je crois qu'il disait que le premier combat, il est d'abord culturel. Et là, effectivement, ce combat culturel, on l'a perdu. Il n'y a pas un film français sans qu'on voit des gens en train de fumer du shit. Ils sont tous dans cette culture du cannabis. Alors, comment faire pour y arriver? C'est à la fois la culture qui s'est installée du côté des consommateurs, et puis dans les banlieues, on n'a pas tellement offert d'autres possibilités en termes de promotion sociale à un certain nombre de jeunes qui se disent bon ben voilà, mon modèle aujourd'hui c'est les stupes. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qui les empêche de faire les études? Qu'est-ce qui les empêche de travailler honnêtement? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle culturel s'est aussi imposé de ce côté-là. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, mais ça, il se justifie d'être trafiquant en disant on m'a jamais donné ma chance, j'ai pas le choix. Je cherche pas de ce point de vue-là, c'est que le modèle qui s'est imposé à eux, c'est celui effectivement de mafiosa, quoi. Je veux dire, mais en version comment entre eux, et ils ne rêvent que de ça. Non mais c'est terrible, c'est un échec considérable. C'est-à-dire qu'on n'a pas su, on leur a pas, en tout cas, proposé autre chose comme rêve et comme culture. On n'a pas su leur apporter, leur inculquer le vrai rapport à l'argent. Sont-ils capables de se lever basculer le matin et d'aller au travail et de gagner un SMIC par mois? Ça les fait rire. Ah, ça les fait rire, absolument. Mais donc la première bataille qu'on a perdue, c'est effectivement celle de la consommation, parce que tous ces trafiquants-là ne seraient pas... Ils prennent des coups, hein, les trafiquants, il y a des saisies tous les jours, ils perdent de l'argent, etc. Mais ils repartent de plus belle à chaque fois. Pourquoi? Parce que le client est là. Je veux dire, c'est vrai que vous avez raison, il faut aussi se poser la question de ce côté-là. C'est que les Français sont, aujourd'hui,
de très gros consommateurs de stupéfiants, et que pour mon enquête, je suis allé jusqu'en Colombie, où je me suis retrouvé face à un exportateur de cocaïne. On était là sur la côte Pacifique, là, au large. Il me dit, bah tiens, là-bas, tu vois, c'est la France. Je dis, ah ouais, Buenaventura. Oui. Voilà, absolument. À Buenaventura. Absolument. Et il me pointait du doigt. En fait, c'était les Antilles françaises. Oui, la côte Pacifique, il faut passer. Oui, bien sûr. Mais côté en Colombie. Côté Caraïbes, mer de Caraïbes, en Colombie. Caraïbes, oui. On est à 2 nuits de la France. Bien sûr. En bateau, en barque. Carthagène et. À 2 nuits. On est à 2 nuits en barque avec 2-3 moteurs des Antilles françaises. Et donc, et là, je me suis rendu compte que eux, ils considéraient la France comme un Eldorado. C'est-à-dire, en gros, un endroit, par rapport aux États-Unis où le marché est assez saturé, un endroit où il y avait encore des parts de marché à conquérir. Et s'ils sont dans cette logique-là, c'est que de l'autre côté, effectivement, ici, ils ont des acheteurs. Ils ont des acheteurs. Et c'est vrai que la France, c'est un pays où la consommation de psychotropes est extrêmement importante depuis toujours, hein, de médicaments de tout genre, pour dormir, pour se réveiller, etc. Donc, on a une population qui aime ce genre de... Alors, ceux qui ne prennent pas des médicaments, ils vont aller fumer ou prendre de la cocaïne pour s'énerver ou pour se calmer. Et c'est une espèce de... Il y a énormément de gens qui consomment ça comme ils prendraient une sorte d'antidépresseur. Hein. C'est absolument stupéfiant, si j'ose dire, à quel point ces produits se sont installés dans la vie quotidienne des Français. Et pour les trafiquants, c'est un bonheur. Il y a une chose que je regarde un peu dans votre livre, c'est que bon, c'est peut-être pas le sujet, parce que le sujet, c'est le titre, hein, c'est les narcotrafiquants. Et on parle pas, dans votre livre, on parle pas du sujet principal qui est l'usager, qui est le drogué. Et on n'a pas une vision un petit peu hémiplégique du phénomène de la drogue en France, quand on parle que de la bataille policier-trafiquant, et on parle jamais du drogué. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas de drogué, il n'y aurait pas de trafic. Quand vous discutez avec un trafiquant et vous dites, plus ou moins, c'est dit dans le livre, quand vous discutez avec un petit dealer, il vous dit, mais pourquoi vous m'arrêtez moi? De toutes les façons, je suis remplacé par quelqu'un d'autre dans les 24 heures. Et puis, de toutes les façons, les toxicos, ils sont là, ils en veulent du produit. Si moi, je ne leur vends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va leur vendre, ils en veulent du produit. Moi, je fais que leur vendre ce qu'ils me demandent. En fait, ils ont l'impression qu'ils se prennent pour des commerçants, de façon très cynique, ouais, mais de façon hémiplégique. Peut-être dans votre livre, dans notre travail qui était le nôtre en tant que policier, on voit les choses uniquement à moitié, c'est-à-dire qu'on voit le côté offre, mais on ne voit pas du tout le côté demande. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les stupes si on voit que la moitié des choses? C'est pour ça que j'ai fait ce livre, il est en gros en 3 parties. La première partie, c'est vraiment justement sur l'économie de la drogue. Où va l'argent, d'où vient l'argent, comment est recyclé l'argent. La deuxième, c'est en gros l'explosion, la deuxième partie, c'est l'explosion du marché de la cocaïne racontée par les trafiquants. Et la troisième partie, c'est je suis allé interroger des policiers d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, je suis allé chercher les premiers policiers qui se sont intéressés au trafic d'héroïne dans les années 1970-80, jusqu'à ceux qui se retrouvent aujourd'hui un peu soldats en première ligne, un peu isolés, avec ce sentiment d'abandon très fort dans ces quartiers où ils se sentent un peu abandonnés. Donc, effectivement, derrière, en sous-jacent, derrière cette double approche, je suis allé chercher les policiers et les trafiquants, effectivement, en fait, en creux, on ne parle que de cela, du fait que pas du client, y a des consommateurs sans lesquels il n'y aurait pas tout cet argent, parce qu'évidemment, sans le client, et paradoxalement, le client, c'est ce que disent les policiers, sur les points de deal, il n'est pas forcément ce qu'on croit. Justement, c'est ce qu'ils disent. Ils voient passer même sur des points de deal, de vente d'héroïne en banlieue, ils voient passer des clients en costume cravate, c'est-à-dire des gens qui ont une vie tout à fait normale, qui sont insérés, etc. Sauf que ils ont besoin de cette béquille pour vivre, pour survivre. Et je pense que malheureusement que la pandémie, le confinement, l'enfermement ne va pas arranger tout cela. Et au contraire, est pain béni pour les trafiquants de stupéfiants, parce que les Français, à un moment donné, quand ils sont enfermés, qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils tournent en rond et qu'ils dépriment, ils vont se rabattre sur ce genre de produits. Donc je pense que la pandémie actuelle est plutôt favorable, contrairement à ce qu'on croit, aux trafiquants de stupéfiants qui continuent, qui se foutent totalement d'ailleurs du fait qu'il faut porter le masque ou rentrer chez soi à telle heure. Eux, ils tiennent leur point de deal et coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Vous noterez aussi que le deal change un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a le point de deal. Il y a eu toute une polémique à savoir s'il y avait sur le 14e arrondissement ou pas ce qu'on appelle véritablement point de deal, parce que ça obéit à un certain nombre de règles.
connaissant un petit peu le 14e arrondissement, effectivement, il n'y a pas spécifiquement de point de deal comme on peut en avoir dans telle ou telle cité à Saint-Ouen ou à Sevran. C'est autrement, ça prend d'autres formes. Oui, ça prend d'autres formes. Justement, ça prend d'autres formes. C'est-à-dire que le trafic évolue, le trafiquant évolue, et maintenant on a ce qu'on appelle les plateformes que vous connaissez. Savoir que maintenant on téléphone comme on commande une pizza, on a un numéro de téléphone qui est dédié, et on commande des stupes. Et puis ensuite vous avez le livreur qui vient en scooter, et qui vient vous livrer directement chez vous. Donc on n'a plus uniquement ce point de deal pour s'approvisionner. Le problème des gens en costume cravate, comme je suis habillé aujourd'hui, c'est que ça les gêne d'aller à Sevran ou d'aller Cité Schmitt. Avec la voiture de fonction. Il y en a qui le font. Hein. Oui, peut-être, oui. J'en ai vu, j'ai vu des voitures de fonction avec des. Ça les dérange. Alors, le plus intéressant, c'est d'avoir un 06 et puis téléphoner et dire est-ce qu'on peut me livrer 3 grammes? Évidemment. Là, on se rend compte quand on parle avec eux que, effectivement, les trafiquants de stupéfiants sont à la pointe du progrès, de l'économie. Ce sont des pionniers, en fait. De l'innovation. De l'innovation. Ce sont des pionniers. Ils inventent la livraison à domicile. Ils surexploitent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pain béni pour un trafiquant de stupéfiants, parce que vous pouvez même sur WhatsApp, Snap, ce que vous voulez, vous pouvez même mettre la photo du produit que vous allez vendre, vous affichez ça, comme ça le client il voit comme s'il achetait un fauteuil, un canapé, une lampe, ou je sais pas. Il voit le produit, il voit le prix, il appuie sur le bouton et puis la photo disparaît. Donc de toute façon personne, parce que la photo ne reste pas dans la mémoire et que ces réseaux sont très difficiles à surveiller pour la police. Donc ils ont su surexploiter les réseaux sociaux et effectivement ils utilisent tous les moyens pour acheminer jusqu'à domicile, comme ça se fait exactement pour la nourriture aujourd'hui, où on est dans le click and collect permanent. Le click and collect, ça fonctionne aussi pour l'herbe, le shit et pour la cocaïne et l'héroïne. En fait, les trafiquants de stupes, c'est pour ça que je fais un peu d'histoire, les grands voyous français ont été, on peut se dire là du point de vue, voilà, si on veut faire un cocorico de ce côté-là, un peu déplacé, ils ont été les inventeurs des routes de la drogue. À cause, ils se sont appuyés sur les colonies, l'Indochine, l'opium. Les premiers grands bandits corses qui se sont installés en Indochine ont découvert avec les Chinois l'opium, ont commencé à le trafiquer. Et ensuite, ils ont créé cette fameuse French Connection où il s'agissait, vous le disiez tout à l'heure, c'était en gros de l'opium qui poussait en Turquie, qui était amené à Marseille, en voiture, en camion, en bateau, tout ce que vous voulez. À Marseille, c'était transformé dans les laboratoires locaux. Ensuite, ça partait... Quand je dis qu'ils ont été les pionniers, les voyous français de l'époque étaient installés à Buenos Aires et à Rio de Janeiro. Ils étaient installés en Amérique du Sud, qui étaient des pays tenus par des dictatures, qui étaient extrêmement bienveillantes vis-à-vis des malfrats de tout poil, parce qu'ils avaient en commun l'argent, l'amour de l'argent, on va dire. Donc ils se sont installés dans ces pays-là, et de là, ils ont installé une espèce de liaison aérienne entre l'Argentine, le Brésil et les États-Unis, Miami, essentiellement la Floride, pour amener l'héroïne. Ils ont inventé ces routes, parce que ces routes aujourd'hui sont utilisées pour la cocaïne. C'est les mêmes dans l'autre sens. Et maintenant, c'est les mêmes dans l'autre sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours été à la pointe du progrès. Les trafiquants, les voyous d'une manière générale sont des gens extrêmement adaptables. Il faut les voir comme ça. Du point de vue de la police, il ne faut pas se dire ce sont tous des imbéciles, on va les faire tomber. Au contraire, ce sont des gens malins, intelligents, qui utilisent à fond tous les réseaux contemporains pour en gros semer la police, et qui aujourd'hui connaissent tous les moyens technologiques qui sont déployés en face pour les coincer. Ils connaissent les balises, ils connaissent ils les utilisent, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ils utilisent des balises, parce qu'il il faut le dire, et il y a un chapitre au moins où vous en parlez, c'est que le délinquant est le pire ennemi du délinquant. C'est pas le policier. Quand le délinquant se fait arrêter par un policier à 6h du matin chez lui, il se dit « Ouf, c'est la police ». Absolument. Parce que s'il se fait arrêter par une autre équipe de délinquants, parce qu'ils sont toujours en trafic entre eux, ils se doivent toujours de l'argent, et leur hantise, c'est de se faire tuer ou de se faire enlever, séquestrer par une bande rivale. Et ça, vous en parlez dans votre livre. Et c'est vrai que quand c'est le policier, ils ont plus peur des autres voyous que des policiers. Et quand ils ont la certitude à 6h01 que c'est bien la police qui vient les arrêter,
Dans un sens, ils sont presque un petit peu soulagés. Quelque part, ils soufflent. Ils savent qu'avec un petit peu de chance, ça va durer 2 ou 3 jours. Et puis, effectivement. Ils peuvent éventuellement s'en sortir. Parce que les voyous, ils ont compris. Les voyous, ils cherchent du pognon. Ils cherchent l'argent partout où il est. Et ils ont bien compris qu'aujourd'hui, c'était plus facile et plus simple peut-être de braquer un collecteur de fonds de l'argent des stupéfiants plutôt que d'aller faire des surveillances autour d'une banque et d'attendre qu'éventuellement il y ait un peu d'espèces. Et donc effectivement, ils s'entre-dévorent entre eux. C'est une jungle, le milieu des stupéfiants. C'est la jungle urbaine contemporaine. Alors, il y a peut-être un écueil que j'aimerais qu'on évite, c'est de trouver un certain romantisme à ces trafics. À savoir que le délinquant, c'est quand même quelqu'un qui est asocial, qui est contre la société. Et c'est pas du tout quelqu'un qui a de l'affection pour les autres. Il n'y a pas d'affect pour les autres. Je crois pas. Chez ces gens-là, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'argent. Absolument. La seule valeur, c'est l'argent. Et il y a un aspect du livre aussi qui est intéressant. On n'en a pas encore parlé. C'est celui qui décrit le monde des informateurs. Parce qu'il n'y a pas d'affaire. On ne va pas révéler un grand secret en disant ça, hein, mais il n'y a pas d'affaire de stup qui tienne la route sans un informateur au départ. Et ça c'est vrai, et quelque part, c'est le risque du métier, vous me direz, mais effectivement, je veux dire, la drogue, elle arrive tous les jours comme ça, en France, massivement. Il y a 30-35 tonnes de cannabis qui rentrent tous les mois, et il y a 1 tonne, 2 tonnes qui sont coincées ici et là, mais c'est jamais le hasard. On ne chope pas, on ne met pas le nez en l'air, tiens, il y a un camion là. L'écrasante majorité des affaires sont réalisées grâce à des informateurs. Et là, la police française n'a pas la tâche facile dans la mesure où les juges, ces 10-15 dernières années, ont décidé, en gros, que c'était eux qui allaient un peu commander les enquêtes, commander la police, superviser la police, qui est, bon, voilà, statutairement, hein, la justice est au-dessus de la police judiciaire. Mais il y a un certain nombre d'affaires, du coup, qui ont éclaté et de policiers qui ont été, on va dire, totalement déstabilisés par des enquêtes judiciaires qui ont, à un moment donné, démasqué des indicateurs et des juges qui ont cru, en gros, qu'il y avait des arrangements qui étaient faits entre des policiers et des voyous, et qui ont déstabilisé la police. Il y a eu des affaires importantes que je raconte là dans le livre récent. Les 7 tonnes de cannabis du boulevard Excellence. Absolument. Où là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas mieux que l'État pour se tirer une balle dans le pied, que ce sont les services de l'État entre eux qui s'entre-dévorent, et que, en gros, à cause d'une guéguerre intestine entre les douanes et la police, on a dégommé, à un moment donné, neutralisé quasiment la tête de ce qui s'appelait, puisque ça ne s'appelle plus comme ça, l'Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dont le patron s'est retrouvé mis en examen. Je veux dire, c'est terrible de voir à quel point les services de l'État sont quelquefois capables de s'entre-dévorer et de se neutraliser eux-mêmes au détriment de la lutte contre... Alors c'est tout à fait intéressant parce que le constat est atterrant quelque part. On se rend compte à quel point la drogue a pris une part dans l'économie souterraine dans toutes nos banlieues, que c'est patent. On se rend compte que tout est lié, ces phénomènes de délinquance, etc., que l'on connaît aujourd'hui, même de violences urbaines, etc., cette défense de territoire, etc., on voit bien que tout est lié. On a évoqué l'historique, on a appris avec bonheur, parce qu'on peut pas être mauvais en tout non plus, que les truands français étaient quelque part des pionniers, et on aborde maintenant la lutte. Moi, j'ai été à la brigade des stupéfiants, je vous l'ai dit, et pendant 5 ans, je n'ai travaillé qu'avec des informateurs. On ne faisait que ça. Toute affaire de stup était une affaire montée avec un informateur, un tonton, on ne faisait pas autrement. La seule différence, c'est que dans les années 90, on avait une magistrature qui n'était pas invasive comme elle l'est devenue aujourd'hui. La procédure pénale, je vous donne un exemple. Moi, j'avais un groupe de voie publique, ils faisaient des coups d'achat tous les jours. C'est-à-dire qu'on avait un groupe zombie, comme on l'appelait, des gars qui avaient des tronches de camions, qui allaient dans des squats, n'importe où, prenaient des risques absolument énormes. J'ai rencontré des inspecteurs de police, j'aime bien ce mot-là, parce qu'il a disparu, des inspecteurs de police qui étaient des gens absolument extraordinaires, qui faisaient un coup d'achat, et puis ils sortaient, ils disaient c'est un tel qui m'a vendu, on le pétait, on lui mettait les pains, et la procédure était faite, et c'était carré. Le procès verbal du policier faisait foi. Aujourd'hui, tout ça est terminé.
terminé. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se rend compte à quel point ça a pris une importance absolument folle, ça dégrade totalement notre société, ça dégrade la finance, ça dégrade partout. Et le pire, c'est que, comme vous disiez, on se tire une balle dans le pied. On a mis des bâtons dans les roues aux policiers, on a même perdu, on a aussi un peu paupérisé l'institution policière, hein, en supprimant le corps des inspecteurs, qui étaient des gens d'une disponibilité sans égale, alors qu'aujourd'hui, coûte une heure supplémentaire, ils vous la comptent. Moi, à mon époque, les heures supplémentaires, on ne sait pas ce que c'était, hein, on dormait au bureau, etc. Donc, quelque part, on a l'impression qu'on cumule tout pour ne pas s'en sortir. On a envie de se dire, mais parce que je vous écoutais tout à l'heure quand il disait, quand Patrick disait qu'en fin de compte les trafiquants avaient été contents quand c'est les policiers qui sonnaient à leur porte à 6 heures du matin en disant au moins c'est pas un truc qui va me faire la peau. Moi-même je me disais mais est-ce qu'en fin de compte à un moment donné la solution va pas être là quoi, en se disant j'ai entendu, je crois même que c'est vous qui aviez employé ce terme, la peur a changé de camp. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra que la peur change de camp. Je sais pas, hein. Je donne des pistes, hein. Mais on finit par se dire, est-ce qu'un jour, enfin, les trafiquants se diront, oh là, il y a la police qui va venir me chercher. On va pas finir comme la Colombie ou le Mexique, faut espérer. Faut espérer. Mais c'est comment procéduralement, on voit bien, on évoquait les relations avec la magistrature, on l'a vu, nous, hein. Cette dégradation, cette mainmise des substituts sur l'organisation de la police judiciaire, qui était auparavant le fait des patrons de la police judiciaire. Il y avait des vrais tauliers qui géraient tout ça, l'organisation, la ventilation des affaires, etc., etc. On a vu ce glissement hiérarchique. On voit bien maintenant les enquêteurs rendre compte aux substituts et non plus à leur chef de service. On en est arrivé là et voilà ce que ça donne aujourd'hui. En quelque sorte, on est en train de mettre en exergue tout ce qui a amené à cette situation-là. On voudrait nous faire de la lutte contre les stupéfiants avec des gants blancs et c'est pas possible. On ne peut pas lutter contre les stupes, qui est un monde qui est totalement immoral. Vous le racontez dans le bouquin, mais c'est entre eux, ils se font des coups pas possibles. On ne peut pas lutter contre ce monde-là. Enfin, il faut espérer qu'on puisse quand même un petit peu, mais on peut pas lutter en étant avec des gants blancs. Voilà, c'est très difficile, très difficile. Il faut garder une certaine distance morale. Et c'est extrêmement difficile quand on travaille effectivement, comme le disait Maurice, uniquement avec des tontons pour arriver à faire une affaire. Parce qu'il n'y a pas d'affaire qui se fait sans tonton. Mais le tonton, il ne faut pas dire qui c'est. Et l'informateur, quand il vous renseigne, il a toujours un intérêt à vous renseigner. Ce n'est pas un bon citoyen, le tonton. C'est quelqu'un qui a un intérêt parce qu'il espère récupérer la clientèle, il espère effacer une dette. Comment garder un sens moral intègre dans ce monde-là ? J'ai vu une note de service il y a peu de temps du directeur central de la police judiciaire qui donnait l'ordre au commissaire de police de ne plus traiter les informateurs. Vous l'aviez vu ça ? J'ai vu ça. Mais j'ai bondi. J'ai dit, en quelque sorte, surtout les commissaires qui avaient une carrière à faire, allez pas vous emmerder à traiter des informateurs. Laissez ça au petit personnel, parce que sinon vous allez vous retrouver. J'ai trouvé ça invraisemblable. C'est un peu une décision de circonstance après l'affaire qu'on évoquait. Absolument. Des 7 tonnes d'excellement. Oui, les circonstances, on les laisse passer. Hein. Mais c'est fou le nombre de barrières effectivement qu'on se met, sans compter, parce que là vous en avez pas parlé, sans compter les difficultés qu'on a à aller enquêter à Dubaï, à Hong Kong, où est recyclé l'argent de la drogue, ou bien tout simplement... Ne serait-ce qu'au Maroc, en Algérie, sans aller si loin. Sans oublier les pays effectivement producteurs que d'une certaine manière on ménage sans cesse. Je veux parler du Maroc qui est effectivement cet ami de la France qu'il ne s'agit surtout pas de bousculer. Et ça fait des années qu'on est à ce niveau-là dans une forme d'hypocrisie totale. Alors qu'on sait que le produit vient pour l'essentiel du Rif marocain. Absolument. Transite par l'Espagne et remonte en go fast jusqu'en France. Alors que maintenant vous avez aussi quand même du produit qui vient de Hollande, avec une culture sous serre et des ingénieurs agronomes. Absolument. Pour la marijuana. Oui, c'est ça, qui vous fabrique de l'herbe qui est peut-être plus dosée en THC que la résine qui vient du Maroc, quoi. Donc on a malheureusement une diversification et peut-être que... Donc à l'intérieur même des frontières européennes. Exactement. On parle beaucoup du Maroc, mais peut-être que la Hollande est l'autre pays du cannabis. Il y a des voyous qui osent le terme à propos de la Hollande de narco-État. On est quand même dans un pays au sein de l'Union européenne.
comme il y en a qui racontent que le Luxembourg est le coffre-fort privilégié des dealers. Donc on donne des bâtons pour se faire battre. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Parce que là, franchement, vous nous descendez le moral. Quand on lit votre livre, on se dit c'est foutu, qu'on n'y arrivera jamais. Pour l'instant, moi je dis qu'on peut y arriver tôt ou tard, mais pour l'instant, effectivement, au stade où on en est, comme je le disais tout à l'heure, ce sont eux qui ont gagné. Mais la police a gagné des batailles à plusieurs reprises. La bataille contre la French Connection a été gagnée. Après, c'est reparti. C'est un hydre qui se réveille sans cesse et qui ne cesse de se développer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, le problème, c'est la massification du phénomène. C'est que c'était facile à l'époque où il y avait une poignée de consommateurs et puis 30, 40 gros trafiquants. Je veux dire, aujourd'hui, on en a des centaines et des centaines. On a jusqu'à 250 000 personnes peut-être qui vivent en France de cette économie-là, sans compter qu'elle génère autour de 4 milliards d'euros par an et que cet argent, effectivement, du jour au lendemain, on peut pas, voilà, on en a besoin. L'économie en a besoin. On n'a pas parlé de l'aspect légalisation du cannabis. Est-ce que ça pourrait être une solution? Parce que très souvent, vous discutez avec des gens qui vous disent oui, mais tout le monde en prend du cannabis, ça serait plus simple de le légaliser. Bon, voilà, ça serait pas l'intérêt, à mon avis, pas de la société. Ça serait pas non plus l'intérêt des narcotrafiquants qui auraient une concurrence de l'État. Les jeunes narcotrafiquants, ils sont contre la légalisation. Bah oui. Les vieux, ils disent oui, allez-y. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Ils disent, de toute façon, ils sont sortis du commerce. Ils disent, allez-y, vous boucherez le trou de la Sécu. Il y en a un qui me dit ça, vous boucherez le trou de la Sécu facilement. Mais moi, je vois quand même quelques obstacles que je veux pointer immédiatement. Le premier, c'est que si l'État légalise et commercialise du cannabis ou de l'herbe, à un moment donné, va se poser la question du taux de THC. C'est-à-dire que l'État va vendre un produit. THC, tétrahydrocannabinol, c'est la substance active. Voilà, la substance active. Voilà. Donc, mettons que l'État dise aux pharmaciens, maintenant, nous allons vendre ces produits-là. L'État va forcément fixer une limite et ne pourra pas mettre sur le commerce, sur le marché, un produit trop puissant. Si on le fixe à 15% le taux de THC, vous allez avoir des gens... Les trafiquants vont dire, nous, écoutez, nous, on a du meilleur produit. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et donc, ils vont faire renaître un marché parallèle pour vendre du produit plus fort. Ensuite, vous avez la question des mineurs. Les mineurs consomment énormément. L'État ne va pas vendre du shit, de l'herbe aux mineurs. Donc, vous allez là aussi voir se développer un marché parallèle. Et le troisième point, c'est que l'une des conséquences immédiates que je vois d'une légalisation, c'est que tous ces petits commerçants, là, entre guillemets commerçants, tous ces petits moyens, cette multinationale va s'adapter et ils vont se mettre à vendre davantage, forcément, de cocaïne et d'héroïne. Parce que là, ces produits-là ne seront jamais légalisés. Donc c'est un choix, mais si on va dans cette direction-là, il faut anticiper le fait que la consommation... que l'offre en matière d'héroïne et de cocaïne va augmenter et que vous allez avoir des pirates qui vont vous vendre le produit soit moins cher, soit plus fort à un moment donné en réseau parallèle. Donc le système ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. C'est-à-dire que les protagonistes dont vous parlez dans votre livre, ils ne vont pas s'inscrire à Pôle emploi si le cannabis est légalisé. Absolument, ils vont se recycler dans d'autres produits. Je trouve, Frédéric, que vous avez parfaitement résumé à cet égard-là, parce que moi c'est exactement ma conviction. Hein. Je suis intimement persuadé que c'est un leurre. Cette histoire de légalisation du cannabis, ça peut faire plaisir comme ça dans l'immédiateté, mais sur le moyen terme et le long terme, on sera encore perdant. Déjà, on l'a été, puisque maintenant, on a quasiment légalisé l'usage, hein, parce que c'est une contravention, quelque part, ils vont s'en remettre. Mais moi, je vais même plus loin, je suis même persuadé qu'à la limite, les trafiquants espèrent cette légalisation quelque part, parce qu'ils diraient, nous, on va offrir un produit de bien meilleure qualité, pour les raisons que vous avez évoquées, on va développer d'autres choses sur la cocaïne et l'héroïne, on sera exactement au même niveau. Donc je pense que ça aussi c'est une fausse bonne idée. Puis attendez, dont on parle depuis... Je me souviens de l'appel du 18 juin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y avait un comité pour la libération du cannabis qui remonte aux années 70, où même un ministre de l'écologie a fait partie. Je me souviens, Dominique Voynet, je crois, soutenait et tous les ans, ils faisaient le jour du 18 juin, l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ils avaient transformé ça en 18 juin. C'était plutôt marrant. Donc ça dure depuis quand même très longtemps. Hein. Donc je
pense que c'est une très mauvaise, fausse bonne idée. Par contre, ce qui y a d'extraordinaire, j'en reviens au livre quand même, puisque le but, c'est quand même que nos auditeurs le lisent. C'est pas une enquête sur les méthodes des flics, c'est pas une enquête non plus sur, je veux dire, ça va bien au-delà. C'est extraordinairement sociologique. Ça doit éveiller les consciences sur un phénomène qui est devenu d'une massification extraordinaire. Il faut que les gens en prennent conscience. C'est devenu vraiment l'alpha et l'oméga de tous nos problèmes, en fin de compte, quelque part. Hein. Les problèmes qu'on n'arrête pas d'évoquer en banlieue, mais c'est ça. Tout revient à ça, quoi. Alors, il faut également que les gens qui vont lire le livre se rendent compte des difficultés que rencontre aujourd'hui la police. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, cette évolution du code de procédure pénale, cette paupérisation également un peu de la police, parce que quand même, il faut en parler. Moi, on est des anciens, il y avait des gens qui travaillaient pour un véritable sacerdoce dans le temps. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est beaucoup moins le cas. Donc, ça met en lumière tout ça. Maintenant, plutôt que de parler de légalisation, etc., je crois que, moi, quand j'étais à la brigade des stupéfiants, j'avais créé le groupe Overdose, je vous en avais parlé tout à l'heure, où moi, venant de la brigade criminelle, je m'étais dit, tiens, si on appliquait aux stupes la démarche qu'on avait à la brigade criminelle, quand on avait des meurtres, c'est-à-dire qu'on partait sur des cas de décès par overdose. Et à l'époque, dans les années 90, on était à près de 200 décès par overdose par an, ce qui était énorme. Et donc, on partait d'un cadavre sur Paris. Et c'était absolument énorme. Avant qu'on arrive les produits de substitution comme le Subutex, etc. Mais enfin, c'était absolument terrible. L'héroïne, c'était absolument terrible. Et donc, on partait d'un cadavre et on remontait. En fin de compte, c'était une enquête un peu à l'envers. On remontait jusqu'au plus gros dealer. Et je m'étais rendu compte que, sans avoir recours à un formateur, là, en partant d'un décès par overdose, on remontait très vite des filières. Ça m'a même permis d'aller faire remonter une filière jusqu'en Thaïlande. Ça m'a permis de visiter la Thaïlande, le Vietnam, etc., etc. Donc c'était assez intéressant. Mais par contre, je m'étais intéressé également, à la différence de beaucoup de mes collègues travaillaient sur le trafic de stupéfiants, mais en fin de compte, très souvent, ils connaissaient pas les tox. Ils connaissaient pas les toxicomanes. Et moi, j'avais été faire un stage à Marmottan, chez le professeur Lievenstein, là, personne ne savait que j'étais flic, etc., pour rencontrer les toxicomanes. Je suis resté près d'un mois et voir ce que pouvait représenter la suétude, cet asservissement aux produits. J'ai vu des gens dans des souffrances absolument terribles. J'ai même vu des gens extrêmement accros au cannabis. On oublie d'en parler, mais avec des gens qui avaient des maladies psychiatriques graves à la suite de ça. Donc je pense que peut-être l'une des pistes, on parlait de culture tout à l'heure, ça serait peut-être de parler enfin des toxicomanes, en disant mais comment vous en êtes arrivés là, quoi? C'est pas bon, les gars, quoi. Parler aux clients, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, vous savez, dans ma carrière, j'ai vu des choses, j'ai vu des gens, surtout chez les femmes qui étaient accros à l'héroïne, mais je vais être cru, mais j'ai vu des filles tailler 15 pipes pour 1 gramme de shit. Pareil pour la cocaïne. On a vu la même chose pour la cocaïne. Voilà, j'ai vu des gens dans des états, mais pas possible. Alors, on nous dit en plus, oui, mais le cannabis, c'est pas grave. Tous les héroïnomanes que j'ai connus avaient tous été des consommateurs de shit au départ. Tous les consommateurs de shit ne deviendront pas héroïnomanes, mais tous les héroïnomanes étaient d'anciens consommateurs de shit. L'héroïne revient. Voilà, c'est absolument terrible. C'était quasiment disparu, ça revient maintenant, l'héroïne. Donc je pense que peut-être que l'une des clés, ça va peut-être être ça, une véritable campagne sanitaire. On a quand même réussi à le faire avec l'alcool. Souvenons-nous de Germinal, enfin de l'Assommoir, c'est absolument terrible. Je crois qu'on était l'un des plus gros consommateurs d'alcool à l'époque. Non, mais je pense que celui qui lit vraiment ce livre de A jusqu'à Z aura du mal ensuite à prendre une ligne de cocaïne ou d'héroïne. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte de ce qu'il y a réellement dans ce produit. C'est qu'en fait, c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pour ça que j'ai laissé la parole aux dealers qui disent eux-mêmes quels sont les produits chimiques qui interviennent dans la fabrication de ces produits et qu'est-ce que les gens se mettent dans le cerveau. C'est pas juste une petite plante sympathique. Mais le crack, dedans, il y a des additifs. Non, mais il y a toutes sortes de produits chimiques absolument terrifiants. En Colombie, ils vont jusqu'à utiliser du D-stop pour fabriquer, pour dissoudre la plante. Vous avez vu comment ils le fabriquaient? Une fois qu'on vous a dit ça, si vous êtes un peu conscient et vous réfléchissez, vous allez peut-être éviter de vous mettre ça dans le cerveau.
Donc, alors peut-être que c'est l'une des pistes. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut, voilà, il faut faire lire ce livre. oui, oui, tout à fait. Pour conscientiser justement là-dessus. Écoutez, nous qui sommes deux anciens vieux poulets, généralement, moi la télé, quand il y a des films de flics, je regarde jamais. Hein, ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai plutôt envie de regarder La Petite Maison dans la Prairie parce que c'est pour me vider la tête. Hein. Mais là, donc généralement les livres qui traitent d'affaires de flics, je regarde pas trop. Mais là, d'abord, je l'ai lu en 2 jours, en disant vraiment c'est passionnant, mais ça va bien au-delà de. Il y a un travail d'investigation qui est absolument prodigieux et vraiment ça éclaire quoi. Ça doit éclairer sur non pas sur les filières, sur tout ça, enfin si accessoirement, mais je veux dire quand on termine le livre, on se dit mais oui quoi, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, je conseille à tous nos auditeurs ce livre de Frédéric Ploquin, un grand journaliste d'investigation dont j'ai pu apprécier moi le professionnalisme hein, en d'autres circonstances. Donc Frédéric Ploquin, Les narcos français, Brice Domertin, Chalbin Michel. Frédéric, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci infiniment.